Wasting money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll save memories in my head, like Polaroids on walls. They remind you to look ahead. Time is running out. Time is running out. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Émaillez-moi. Pour ceux et celles qui arrivent aujourd'hui pour la première fois sur cette chaîne, je me présente rapidement. Je suis Christelle, je suis une tricoteuse de l'Est de la France, donc en Alsace, tout en bas de l'Alsace, près de la Suisse et de l'Allemagne. Et c'est moi qui anime cette chaîne qui est dédiée à 100% à l'art du fil, au tricot, un petit peu de crochet, un petit peu de point de croix, mais 95% lié au tricot en lui-même. Donc habituellement sur cette chaîne, vous retrouvez différents types de vidéos, des bilans, des podcasts, des vidéos de tutoriels, des cales mystères que je vous organise régulièrement et on en reparlera un peu plus longuement la semaine prochaine parce qu'il est temps de vous dévoiler à quelle sauce je vais vous manger dans le prochain MCAL. Alors dans le prochain cale mystère, je vais pas vous manger, hein, mais à quelle sauce vous allez tricoter. Mais tout ça, je vous en parlerai la semaine prochaine pour vous donner effectivement la laine et toutes ces indications qui vous permettront de vous préparer pour le sockmas, pas le sockmas, pour le cale mystère des chaussettes 4 éléments. Mais ça, je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Donc tout d'abord, avant de démarrer cet épisode, je voulais m'excuser. Vous n'avez pas eu de podcast la semaine dernière. J'ai essayé de vous prévenir en vous mettant un post sur YouTube. Donc vous avez été plusieurs à le voir. Enfin, vous étiez assez nombreuses à le voir. Il semblerait que certaines ou certains de vous ne l'aient pas vu, donc je suis désolée. Ma voix m'a fait défaut la semaine dernière, j'étais incapable de venir papoter avec vous de laine et de tricot. Mais comme vous pouvez le voir, ma voix est revenue, donc du coup j'ai plein de choses à vous dire cette semaine et plein de choses à vous montrer. Quoi d'autre avant de démarrer? Si jamais vous me cherchez sur les réseaux sociaux, je suis uniquement présente sur Instagram et sur Ravelry. Donc sur Ravelry avec mes patrons et avec mes ouvrages en lui-même, puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je tricote les patrons des autres, mais je fais également des patrons que vous trouvez sur ma boutique Ravelry. Et vous me trouvez également sur Instagram et le pseudo, que ce soit sur Ravelry ou sur Instagram, c'est d'Émaillez-moi en un seul mot, exactement de la manière dont ça s'inscrit sur le bas de votre écran. Donc ça, c'était pour les présentations. Maintenant, je pense que vous attendez toutes l'ouverture de la boîte de Game of Thrones que j'avais reçue lors de l'épisode précédent, que je n'ai pas voulu vous dévoiler pour éviter de spoiler qui que ce soit qui ne l'aurait pas encore réceptionné. Mais je pense qu'il est temps que je vous montre ce qu'il y avait dans cette fameuse box laineuse de Yarn of Throne, qui a été créée par Ludivine de Arco Iris Yarn. Donc par quoi je commence ? Parce que bon, j'ai d'autres choses à vous dire en introduction et puis après je vous donnerai le sommaire de la suite de podcast. Donc je vous commence par vous montrer ce qu'il y a habituellement lorsque vous recevez un colis de Ludivine. Donc la première chose, c'est que vous recevez déjà votre colis dans des très très jolies boîtes qui sont personnalisées avec le logo de Ludivine, donc Arco Iris Yarn, et tout un tas de décorations où vous retrouvez ces différentes inspirations, ou du moins ces différentes collections. Et donc vous avez ici, vous avez la fameuse collection Star Wars ou Yarn Wars, je crois que c'est. Vous avez les Ghibli et puis donc ici, comme vous pouvez le voir, on retrouve la petite indication de la collection Yarn of Throne.
Ensuite, à l'intérieur, vous recevez toujours vos colis dans un joli papier de soie avec l'étiquette de Ludivine. Et là, on retrouve également tout le même visuel que vous savez sur la boîte avec les différentes inspirations autour de la laine. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, lorsque vous recevez un colis de Ludivine, vous avez sa petite carte de visite Arco Iris Yarn que je vous mets ici avec quelques petites indications aussi à l'arrière qui définissent ses inspirations. Donc Ludivine, si vous ne la connaissez pas, c'est Arco Iris Yarn. C'est un mélange de pop, de magie, d'univers un petit peu fantastique. Et moi, vous le savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ma famille l'aime beaucoup aussi. On aime bien, nous, rêver un petit peu. Et donc, tous ces univers pop, geek, magique, féerique, tout ça, on aime bien. Et donc, forcément, j'ai un petit penchant pour ce que fait Ludivine. Un petit gros penchant, hein, vous le savez. Ensuite, vous retrouvez dans ces colis une petite carte qu'elle personnalise. Vous avez toujours un petit mot, alors plus ou moins long en fonction du temps qu'elle a, hein, où elle vous écrit un petit mot à l'arrière, donc petit mot que je ne vais pas vous montrer puisque c'était un petit mot qui m'était destiné à moi. Mais voilà, vous avez souvent cette carte, en l'occurrence en ce moment c'est cette carte, avec un petit mot personnalisé à l'arrière. Ensuite, elle a toujours une petite attention en termes de thé, et cette fois-ci, c'était un thé de chez Clipper, qui est un jasmin et citron, donc ça tombe très bien. Moi, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y avait maintenant? Alors ça, c'était les choses que vous trouvez de manière générale quand vous avez une réception de chez Arco Iris Yarn, donc de chez Ludivine. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans cette fameuse box de Game of Thrones, de Laine of Thrones, pardon, faut que je fasse attention, de Laine of Thrones, sur le thème, cette fois-ci, de la maison Isère Stark. Je cherche mes mots et vous le comprendrez à la fin, c'est parce qu'il y a la nouvelle boîte qui est en cours de vente et qui me trotte dans la tête. Donc cette fois-ci, c'était forcément, on démarrait avec la maison Stark, qui est voilà, une des grandes maisons de Game of Thrones. Et donc, je vous mets le bootboard ici et je vous montrerai la laine seulement à la fin. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, la première chose que j'ai trouvée lorsque j'ai ouvert cette boîte, c'était un grand tote bag. Alors, un tote bag sur l'illustration, du moins sur une inspiration de Game of Thrones, mais à la sauce de Ludivine. Donc, on y retrouve la petite annotation que c'est du Arco Iris Yarn avec le haut et les différents hauts que vous trouvez partout. Avec le petit rappel du haut de Game of Thrones. J'ai trouvé ça très très chouette, avec un visuel autour de la laine et en anglais So what do we say to the God of Yarn? Donc qu'est-ce qu'on dit au roi de la laine? Not a knot today, donc pas un nœud aujourd'hui. Et ça fait référence à la série qui dit qu'est-ce qu'on dit, pour celles qui connaissent, qu'est-ce qu'on dit au roi de la nuit, pas aujourd'hui. Donc là, très joli dérivé autour de la laine de cette inspiration. Et donc à l'arrière du petit pelochon, on retrouve le logo de Ludivine. Et donc je vais m'empresser d'utiliser. Je pense que je l'utiliserai avec la laine que j'ai reçue. Parce qu'il me tarde de monter ce projet-là. Mais j'ai voulu vous le montrer avant de le monter. Ensuite, il y avait plein de goodies, parce que lorsque vous prenez une box Laine of Thrones de Ludivine, vous avez la possibilité d'avoir uniquement la laine dans la base de votre choix. Donc il y a tout un tas de bases. Moi j'ai pris un kit à chaussettes, puisque je vais me faire une petite collection de paires de chaussettes à moi, et à moi seulement, sur le thème de Laine of Thrones. Et vous avez la possibilité de prendre cette box avec ou sans goodies. Moi j'ai choisi de les prendre avec goodies parce que j'aime l'univers lien de Game of Thrones et que je voulais avoir ces petites surprises au fur et à mesure et les découvrir avec vous. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Donc il y avait ce tote bag, il y avait également un porte-clés sur le thème. Donc vous voyez, c'est écrit Ghost, donc en l'occurrence c'est un porte-clés qui reprend le loup blanc
de Jon Snow qui s'appelle Fantôme. Et donc voilà, petit goodies que je ne sais pas encore si je le garde ou si je le donne à ma fille parce qu'elle est déjà venue lorgner sur ce petit porte-clés. Ensuite, et alors là j'ai pas résisté, j'ai quand même déjà ouvert. Il y avait des bonbons au sirop d'érable et donc je vais pouvoir vous montrer là en forme, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, vous le verrez pas bien à la caméra, mais les bonbons sont en forme de feuilles d'érable. Donc moi je suis très contente parce que je n'avais jamais goûté de sirop d'érable et c'est une saveur que j'adore. Donc ce sont des bonbons qui viennent du Canada. Alors pourquoi le sirop d'érable? Voilà, tout simplement parce que à Winterfell, dans la maison Stark, il y a un très gros érable aux feuilles généralement rouges, puisqu'on est en hiver, donc aux feuilles rouges, sous lequel l'un des fils Stark, Bran, celui qui est handicapé, enfin celui qui a perdu l'usage de ses jambes, se couche pour avoir ces fameuses visions pour la corneille à 3 yeux. Alors, si vous ne connaissez pas Game of Thrones, c'est un petit peu compliqué, mais bon, sachez qu'il y a un gros arbre, c'est un érable, il a des feuilles rouges, et donc l'inspiration de Ludivine pour ces bonbons-là, c'est dans cet arbre-là. Donc, j'ai adoré. Et comme vous pouvez voir, ils sont verts. Parce que j'ai déjà goûté. C'est trop bon. J'adore. En fait, le sirop d'érable, c'est un mélange de miel et de caramel. En termes de goût, en tout cas, moi, je les trouve que c'est un mélange voilà. Ensuite, Ludivine a travaillé sur des accessoires tricot. Et donc, elle a travaillé avec l'atelier de Calixen. Donc là, je vous montre que l'image, mais bon, vous voyez que c'est une collaboration puisqu'on y retrouve le logo de Ludivine et la mention de l'atelier de Calixen. J'ai l'impression que la luminosité varie beaucoup aujourd'hui, donc il va falloir que je fasse très attention que vous voyez quelque chose. Bon, donc l'atelier de Calixen et Ludivine, ils ont travaillé ensemble pour nous proposer ce petit marqueur de maille, donc marqueur de progression, donc Progress Keeper pour en anglais, donc qui est rond, qui permet de s'ouvrir, et c'est une boule, alors j'espère qu'elle va arrêter de bouger, une petite boule qui est, alors ça je peux pas vous le montrer à la caméra, mais dedans les paillettes qui y a à l'intérieur sont en forme de feuilles d'érable à nouveau, donc très sympathique, et donc que je vais utiliser avec grand plaisir. Donc atelier de Calixen, j'aime aussi le principe qu'elle fasse ces partenariats avec d'autres créatrices autour de l'art du tricot. Ensuite, il y avait un petit pelochon bleu. Ah, ça va pas du tout la lumière. Hein. Un petit pelochon bleu qui contenait un petit marqueur. Et alors, je ne sais pas du tout si je vais arriver à vous montrer ce marqueur, mais je vais vous le montrer comme ça. Donc, un petit marqueur un petit peu épais. Sur l'anneau en lui-même, il y a marqué Game of Thrones. Et sur, je ne sais pas si je pourrais vous le montrer, ici d'un côté, puis de l'autre. Et donc, ça reprend la notation qu'est-ce qu'on dit au roi de la nuit. Et de l'autre côté, il y a marqué Not today, donc pas aujourd'hui. Donc, un petit anneau marqueur que je vais alors prendre vraiment grand plaisir à utiliser sur mes chaussettes, mes futures chaussettes que j'ai pas encore montées. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans ce colis? Parce que ça n'arrêtait plus, j'avais l'impression qu'il y en avait tout le temps. Donc il y avait un petit Lego. Alors ça c'est le goodies qui m'a le moins plu, on va dire. Parce que je suis pas une très grande fan de Lego. Puis surtout que c'était pas forcément voilà, très qualitatif en termes de rendu. Mais voilà, un petit Lego. Bon là on y retrouve, je suppose, Sansa Stark. Avec la cape et les cheveux un petit peu roux, comme ça doit être Sansa. Donc voilà, Sansa qui est l'une des filles Stark. Alors, je ne vous spoil pas la série non plus, hein, mais il lui arrive plein de trucs. Et le dernier goodies qui est arrivé dans une pochette comme ça, est protégée avec un petit feutre. Et le dernier goodies, alors ça c'est un objet plus de collection, c'est une aiguille
à tricoter, enfin du moins c'est collector, hein, je ne pourrais pas l'utiliser, mais une aiguille à tricoter sur le principe d'un glaive d'une épée de Game of Thrones. Donc vous savez que le Game of Thrones, donc le trône, c'est un trône avec lequel il y a plein d'épées qui sont dedans, et donc je pense que ça fait partie. Voilà, c'était l'inspiration de Ludivine. Donc voilà pour les petits goodies qu'il y avait un petit peu partout autour. Maintenant, il est temps de parler de cette laine. Je vous montre. Alors, je vous remets l'inspiration, le mood board. Et alors, il est respecté, mais à la lettre. Regardez-moi cette beauté. Comme c'est beau. Donc, vous avez un mini qui est bleu marine, mais entre le marine et le pétrole, je dirais. Et puis après, bah, vous avez toute la laine. Et donc, je vais l'ouvrir parce que de toute façon, ça va pas du tout, cette lumière. Il va falloir que je règle ça. Je reviens, je règle ça parce que sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, ça devrait être beaucoup mieux pour vous montrer toutes ces laines-là. Donc voilà. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Au moins, vous voyez quelque chose maintenant. Donc voilà, c'est cette fameuse laine avec énormément de nuances. Donc on y retrouve tout le travail de Ludivine. Hein. Ludivine, elle travaille beaucoup, comme si elle était en fait une peintre sur un écheveau. Donc on y retrouve. Ah, je vais vous l'ouvrir. Comme ça, ce sera plus simple. Donc moi, la version que j'ai choisie, c'est une base Dobby, donc une base fingering nylon, qui est sa base à chaussettes. Donc le mini. Voilà à quoi ressemble le mini. Donc c'est un bleu marine, pétrole, avec une touche de gris, je trouve, dans ce coloris, mais qui va vraiment à merveille avec le coloris du mois. Enfin du mois, de cette box. Et donc voici la laine, et là vous la voyez beaucoup mieux. Donc on y retrouve les différentes nuances de bleu, avec à certains endroits même du turquoise. Vous y retrouvez les bleus gris à différents endroits, des bleus un peu plus marqués, et on y retrouve bien sûr ici toutes ces touches d'orange marronné qui font appel à la fois à cet érable qu'on y retrouve, puisque vous voyez, on a bien les couleurs qui reviennent. Et personnellement, je trouve qu'on y retrouve aussi la couleur de la chevelure de Sansa Stark. Donc, il me tarde. Mais alors, je pense que je vais finir cette vidéo et je vais immédiatement monter ce projet de chaussettes pour moi. Mais alors, 30 minutes après... je pense qu'en faisant le montage, je vais monter cette chaussette. Donc voilà, pour cette box Laine of Throne. Et donc j'en profite pour vous dire officiellement que j'ai bien sûr acheté la suivante. Parce que, donc comment fonctionnent ces boîtes Laine of Throne? C'est vous en avez une tous les 2 mois. Vous faites une précommande du 1er au 15 du mois numéro 1, donc en l'occurrence c'était janvier, donc là maintenant c'est mars. Entre le 1er et 15 mars, Ludivine prend les commandes des box et vous les recevez le mois suivant. Donc le temps qu'elle ferme les commandes, fasse la teinture, puis les envoie. Donc je la recevrai quelque part mi-avril, fin avril, pour pouvoir vous la montrer ensuite. Donc voilà pour ce coloris. Et donc la nouvelle boîte, c'est bien sûr la maison Lannister, donc avec des coloris beaucoup plus chauds, du jaune, de l'ocre, enfin voilà, des coloris qui me font envie aussi maintenant, puisqu'on est un petit peu au printemps, donc j'ai envie d'un peu plus de couleurs sur mes aiguilles. Donc voilà pour cette première présentation, c'était un petit peu long, je suis désolée. J'ai oublié de vous dire, alors je porte aujourd'hui du Ludivine aussi. Moi je porte aujourd'hui mon pull Dingley-Dell. Alors normalement Dingley-Dell c'est un modèle d'Isabelle Kremer qui est un top donc à manches courtes, et moi j'ai tout simplement rajouté des manches parce que je voulais un pull. Et donc je l'avais tricoté dans sa base Dobby. En coloris Monsieur Tumnus, qui est un coloris de sa collection Narnian, donc sur le terme de Narnia. Et le deuxième coloris ici, le coloris uni, c'est une coloris colombe pas de arco-iris, de longue avec Anna. Donc un pull que j'aime beaucoup cette encolure, qui a un petit rappel
au même titre que sur les poignets, vous avez un petit rappel de blanc. Je trouve que c'est très 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 joli. Donc voilà, j'ai ressorti un petit peu mes pulls un peu plus décolletés puisqu'on est presque au printemps. Presque. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux vous montrer, mais ici, là, on a ici, j'ai reçu, et je vous reprends, j'ai reçu un amandier que je vais planter dans mon jardin, mais je vais attendre qu'il finisse de geler chez nous pour le planter. Mais il est absolument, cette floraison est magnifique. Je ne sais pas si je peux vous emmener. Je vais vous emmener pour vous montrer cette floraison. Regardez-moi ces beautés de fleurs. On dirait quasiment un cerisier du Japon en fait, mais les couleurs sont pas tout à fait les mêmes, elles sont peut-être un tout petit peu plus violettes, donc j'ai hâte de l'installer au jardin. Donc voilà, rien à voir avec le tricot, mais vous savez que de temps en temps je vous montre autre chose. Alors j'ai une deuxième acquisition cette semaine, enfin déjà la semaine dernière, et là pareil j'y ai pas touché parce que je voulais d'abord vous le montrer, et je vous montre ce que c'est et après je vous en parle. Alors, je ne vais pas vous dire, mais je vais vous poser une question. D'après vous, quel est le projet que j'envisage avec ces laines à chaussettes? Et je vous laisse répondre dans les barres de description. Je pense que c'est assez facile, hein. Donc, bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ces laines? Ce sont des laines à chaussettes de chez Lang, de la Javol. Je suis allée faire un petit tour chez ma mercière locale, donc passionnelle, j'adore ce mot, passionnelle à Hirzingue. Et quand je suis rentrée dans la boutique, juste pour lui faire un petit coucou, hein, j'avais aucune intention d'acheter de la laine, enfin si, peut-être un petit peu. Mais quand je suis rentrée, je suis tombée nez à nez avec ce mur de couleurs et elle venait de rentrer, tous ces couleurs pop. Et là, je me suis dit, mais c'est bien sûr. Et je vous laisse me dire quel est ce projet. Donc on y retrouve du jaune bien fluo, un bleu fluo, un rose fluo et un noir. Facile hein, quand même à trouver. Bon, c'est une langue Javol, je les ai déjà tricotées. Moi j'aime beaucoup la Javol pour mes chaussettes. C'est une laine qui ne bouge pas, qui vieillit bien. À l'intérieur des pelotes, vous avez un fil de renfort pour les talons et les pointes. Moi je les utilise pas, mais je les utilise en couture pour faire des surpiqûres. Et j'ai craqué pour une 6e pelote qui est de la Javol Silk. Et alors elle venait de rentrer cette qualité. Moi je ne l'ai encore jamais tricoté et donc ça me titille de tricoter ce joli rose avec ce mélange. Donc c'est 55% de laine, 20% de soie et 25% de polyamide, donc de nylon pour la résistance. Et donc j'ai vraiment hâte, c'est vraiment très doux. Je veux voir comment ça se comporte parce que voilà, cette petite luminosité qu'on retrouve dans la soie, on la voit bien dans cette Javol Silk. Donc voilà, pour mes acquisitions de la semaine, il y a 6 pelotes qui sont rentrées. Vous verrez que ce mois-ci, je suis assez fière de moi parce que j'ai pas... Je vous en parle dans le bilan, c'est plus simple. J'ai été raisonnable en termes d'acquisition. Alors, ensuite, avant de vous donner le sommaire et de quoi on va parler, je voudrais répondre à 2 questions. La première... et j'y ai répondu par message, mais je pensais que c'était intéressant que vous le sachiez aussi, vous, de manière générale. On a parlé la semaine dernière du Pythagore, et je vous expliquais que j'avais mis une bordure au crochet tout autour de mon Pythagore. Et l'une de vous m'a posé la question de savoir combien de grammes de laine j'ai utilisé pour faire cette bordure. Donc, je vais répondre parce que ça peut intéresser tout le monde. J'ai réalisé un seul tour. Tout au crochet, en crochet de 3,5 mm et j'ai fait un point d'écrevisse. Et pour la totalité de mon châle Pythagore, j'ai utilisé 30 g de laine. Un tout petit peu plus que 30 g de laine. Donc si jamais vous cherchez un reste pour faire le tour de votre Pythagore, sachez que au crochet, au point d'écrevisse, sachez que vous utiliserez à peu près 30 g de laine. Donc un mini ne suffit pas, il faut un tout petit peu plus. Donc ça, c'était la première
question qu'on m'avait posée et qui, je pense, intéressait tout le monde. La deuxième question qui m'a été posée dans les commentaires, et d'ailleurs je vous remercie beaucoup de poser toutes ces questions dans les commentaires parce que je ne me rends pas forcément compte de ce que vous voulez savoir, et le fait que vous posiez ces questions dans les commentaires m'aide à vous donner ce genre d'informations. Donc la deuxième question qui m'a été posée concerne les échantillons de chaussettes. Comment je fais mes échantillons de chaussettes? Je dois dire que je ne suis pas forcément très bonne élève en termes d'échantillons de chaussettes. Donc dans l'absolu, un échantillon de chaussettes, il faudrait le faire en rond. Donc ne le faites pas à plat parce que le fait de tricoter en aller et en retour, vous avez une tension qui est différente que votre tension qui est en rond. Par contre, on est d'accord que faire un échantillon de 10 cm par 10 cm sur de la laine à chaussettes tricotée en 2,25 ou en 2,5 en fonction de ce que vous tricotez, c'est hyper long. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends... Alors maintenant, je connais mes échantillons et je me connais en termes de façon de tricoter, mais lors de mes premières chaussettes, j'ai tout simplement tricoté une première partie de ma chaussette et j'ai mesuré directement sur mon ouvrage. Et je trouve que c'est la meilleure façon de mesurer son échantillon. Au pire des cas, de toute façon, vous allez détricoter une petite partie de la tige et vous allez juste recommencer votre chaussette. Ça ne vous prendra pas plus de temps que de faire un échantillon à part. Donc moi, je tricote tout simplement mes chaussettes et je mesure mon échantillon sur mon projet. J'avoue qu'il y a quelques ouvrages type pull où je fais exactement la même chose. Et pour les châles, je ne fais pas d'échantillon. Donc voilà pour cette introduction. Maintenant, je peux vous dire de quoi on va parler dans cet épisode. On va parler de 3 objets terminés, dont 2 grosses pièces. Et je suis vraiment contente de les avoir terminées toutes les deux. Il y en a une qui m'a semblé interminable et l'autre où je suis tellement ravie de l'avoir terminée. Mais j'en ai... Ouais, j'aurais presque voulu que ça dure plus. Et puis le troisième objet, c'est un petit objet. Ensuite, on va parler de 2 objets en cours. On va parler design. Et un autre projet que vous n'avez pas encore vu. En l'occurrence, je crois que vous n'avez vu aucun des deux. Mais bon. Bon, sur ce, j'arrête cette introduction. Comme d'habitude, elle est trop longue. Et je vous emmène tout de suite dans les objets terminés. Hop, c'est parti. Why is it so precious? Oh, I'll say memories. Alors, ce premier objet terminé de cette semaine, c'est un pull. Un pull qui s'appelle Tea of Heaven de Johanna Hang et dont le patron m'a été généreusement offert par ma tricopine Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur et que j'ai adoré tricoter. Donc, je vous parle de la laine et après je vous montre. Donc, je l'ai tricoté dans une laine de chez Eline Hélène. Donc, de chez Eline Hélène, dans sa base Maya Fingering, dans un coloris qui s'appelle Attraper les nuages. Donc, sa base Maya Fingering, c'est ce qu'on appelle une ASC, donc une alpaga soie cachemire. En l'occurrence, ici, c'est du bébé alpaga soie gris. Donc, c'est vraiment très doux. Donc, il y a 70 bébé alpaga. Oui, bébé alpaga gris. Il y en a 70% dans cette laine. Il y a 20% de soie et 10% de cachemire. Et alors, c'est d'une douceur incomparable. Moi, c'est vraiment une base que j'adore. Par contre, attention, c'est une base qui est assez molle. Hein. Vous pouvez voir ici que on n'est pas du tout sur la même dureté ou fermeté, on va dire, tenue, sur la même tenue qu'un mérino, mais alors en fonction des ouvrages que vous avez envie de tricoter, c'est un vrai régal. Par contre, attention, ça glisse sur les aiguilles. Donc une base Maya Fingering, coloris Attraper les nuages de Eline Hélène, et voilà le coloris que c'était. Donc je peux vous montrer un écheveau complet parce qu'il m'en reste plus qu'un écheveau. J'en avais acheté 4, j'en ai utilisé 2,5. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est à cause de la dentelle. Mais j'ai utilisé bien moins de laine que ce que j'utilise habituellement parce qu'il me reste presque, vous voyez, hein, ici, il doit me rester... je peux vous le dire, je vais prendre ma petite balance de précision, là, que j'aime beaucoup, puisque ça me permet à chaque fois de savoir combien il me reste de laine. Donc, il me reste 35 grammes là-dessus et 27 grammes là-dessus. Donc, j'ai utilisé 2,4 écheveaux pour tricoter ce pull. En taille
je sais plus quelle taille j'ai fait, mais moi je fais 98 cm de tour de poitrine. Donc habituellement, j'ai plutôt l'habitude d'avoir 3 écheveaux, voire un début de 4e. Donc là, 2,4 écheveaux pour un pull, c'était un peu la surprise. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà cette merveille. Et alors, il est encore un tout petit peu humide, donc je ne peux pas vous le passer, mais je vous le passerai dans les prochains épisodes. Je vous le mettrai comme ça. Je vous ferai regarder ce que je porte. Voilà, donc c'est un pull qui se tricote en col V. Donc, il se tricote du haut vers le bas. Et puis, je vais m'approcher pour vous donner les détails, vous inquiétez pas. Donc, il me reste un fil à rentrer. C'est normal. Il y a encore un petit truc que je veux faire. Donc, c'est un pull qui se tricote d'abord. Vous faites une première partie de dentelle que vous avez ici. Et que vous pouvez voir hein, comme elle est jolie, cette dentelle. J'adore. Donc vous démarrez par cette partie de dentelle. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté, la deuxième épaule. Une fois que vous avez fait les deux épaules, vous venez tricoter cette partie à l'arrière, en rang raccourci. Ensuite, lorsque vous arrivez à la même longueur sur l'arrière que sur les épaules, vous venez relever, comment j'arriverai à vous le montrer, ici, vous venez relever ici des mailles pour faire la partie avant et donc continuer à tricoter. Mais par contre cette fois-ci et devant et derrière pour former l'encolure V. Ensuite vous continuez à tricoter de la dentelle sur les manches. Alors est-ce que j'arriverai à vous montrer cette dentelle bien correctement? Voilà, cette dentelle, elle est vraiment jolie. Donc vous continuez, dentelle sur les manches, et là je me suis dit, oh mince, arrivé à cet endroit-là, j'aurais plus de dentelle, et puis ça va être tricot en rond. Et ben non! Regardez, il y a encore de la dentelle sur le côté du pull. Très jolie dentelle sur le côté du pull. Alors puis en plus celle-ci, elle est super facile à faire, super agréable. Donc, vous séparez les manches du corps, vous continuez à tricoter en rond avec un joli rythme de dentelle ici sur le côté. Vous ne voyez pas le temps passer, très honnêtement, pour une fois. Moi, habituellement, j'ai un petit peu de mal sur les manches, quand il y a vraiment juste une grande marre de jersey. Mais là, comme il y avait la dentelle sur chacun des côtés, puisque vous en avez à droite et vous en avez à gauche hein, de la dentelle, eh bien, c'était bien rythmé. Une grande partie, quelques petits points sur les côtés de dentelle, un grand jersey en droit. Quelques petits points de dentelle, un grand jersey en droit. Donc, c'était vraiment un rythme très agréable. Ensuite, il y avait sur la partie basse des petites côtes. Donc moi j'ai fait des côtes torse et puis j'ai fini avec un rabat à l'italienne. Donc franchement le rabat à l'italienne, moi c'est ce que je préfère. C'est un rabat qui se fait à l'aiguille, c'est hyper facile, il n'y a pas de rampe préparatoire, en tout cas moi j'en fais pas. Je finis de tricoter, je prends mon aiguille, tac tac tac. Alors c'est un petit peu long à faire puisque il vous faut un grand fil et puis passer d'une certaine façon dedans, mais ça fait une élasticité, hein, voilà, je veux dire, ça fait une élasticité incroyable sur le bas. Et ça fait une super finition. Vous le voyez hein, ici par exemple, ici je peux mieux vous le montrer. Voilà le genre de finition que fait un rabat à l'italienne. Donc ça fait une super élasticité et une finition comme si vous aviez, un peu comme un rabat tubulaire. Sauf que c'est moins compliqué à faire et ça va beaucoup plus vite. Donc, une fois que j'ai eu fini le corps, j'ai repris les manches. Et donc les manches, c'était un rythme plus soutenu parce qu'il y a une grosse partie de dentelle. Alors on s'ennuie pas du tout, mais ça va pas très vite. Donc c'est la première fois que je n'ai pas eu le syndrome des manches. Et je me dis quand même qu'il faut que je choisisse des modèles avec beaucoup de spécificité sur ces manches. Donc vous voyez, et la dentelle va jusqu'au bout de la manche. À un moment, vous vous retrouvez avec quasiment autant de dentelle que de jersey. Vous voyez, la dentelle est assez large quand même. Et là encore, vous finissez avec des petites côtes. Alors moi, côte torse, je ne sais plus si le modèle appelle des côtes torse ou pas. Moi, je fais toujours des côtes demi-torse en l'occurrence. Je torse la maille en droit et pas la maille envers. Et j'ai fini avec un rabat tubulaire. Ensuite, vous venez relever les mailles au niveau de l'encolure partout et vous faites cette petite finition de col que j'aime beaucoup. C'est hyper facile à faire puisque c'est uniquement du jersey en droit et vous rabattez souplement les mailles, donc pas besoin d'un rabat spécifique, mais je trouve que ça fait une finition bien sympathique, ça fait un espèce de double col, ça rebique pas puisqu'il n'y en a pas trop de mailles,
Il n'y a pas trop de rang, donc super sympathique ce projet. Donc, patron hyper bien écrit, dentelle ultra raffinée. Le seul hic, c'est si jamais vous ne parlez pas anglais ou si vous ne tricotez pas en anglais, c'est un patron qui n'est que disponible en anglais. Mais par contre, je vous le recommande. Franchement, c'est un super patron. Johanna Ang, là pour le coup, moi je suis hyper ravie de ces modèles. D'ailleurs, je suis en train d'en tricoter un deuxième que je vous montrerai pas aujourd'hui parce que j'ai pas suffisamment avancé. Je me suis concentrée sur celui-ci et je peux pas faire trop de dentelle en même temps, j'y arrive pas. Mais je tricote aussi son Fairy Bouquet et franchement, pareil, un grand plaisir. Par contre, j'avance doucement parce que voilà, finalement, quand j'ai de la dentelle, j'ai pas envie d'aller vite. J'ai envie de prendre le plaisir de l'ouvrage. Donc voilà, premier projet de cette semaine, un pull que je vais maintenant me faire un plaisir de porter. Et alors, vous voyez, hein, le genre de fluidité que vous avez avec de l'alpaga. Moi, j'adore. L'alpaga, c'est chaud. Alors en plus il y a du cachemire là, donc c'est bien chaud. Vous pouvez réaliser des ouvrages assez fins et avoir quand même bien chaud. Donc bon, je vais m'empresser de le mettre parce que sinon il va faire un petit peu plus doux ces prochains temps et j'aimerais quand même pouvoir le porter avant que les chaleurs reviennent. Donc voilà pour ce projet. Je suis aussi très contente parce qu'il n'y a pas de démarcation des chevaux, il n'y a pas de différence. À la caméra, alors peut-être qu'à la caméra, mais on le voit pas du tout en vrai, mais peut-être qu'à la caméra, la partie basse a peut-être un petit peu moins de nuances ou un peu moins dense que la partie haute, mais bon, en vrai, on voit rien. C'est toujours plaisant de regarder la caméra parce que vous voyez tous les défauts qui ressortent alors que vous les voyez pas en vrai. Donc voilà pour ce projet, je peux que vous le recommander, si vous parlez anglais par contre, parce que autant il y a des projets où il y a juste du code, ici il y a des explications qui sont écrites en anglais, il y a quelques petits pavés par-ci, par-là, et il faut les lire et il faut les comprendre. Donc si vous n'avez pas, alors ça ne nécessite pas d'être bilingue anglais, vous pouvez utiliser Google Traduction si vous le souhaitez, mais ça nécessite quand même un tout petit peu de compréhension d'anglais pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est pas un modèle qui est accessible aux débutants. La dentelle est difficile, enfin du moins elle est exigeante. Vous en avez partout. Il y a des diminutions, il y a des relevages de mailles, donc c'est pas accessible pour un premier pull. Ne démarrez pas avec celui-ci. Par contre, si vous voulez vous challenger un petit peu sur de la dentelle et que vous voulez pas forcément vous ennuyer, alors je peux vraiment que vous le recommander, il est vraiment sympathique comme tout. Donc voilà, quelqu'un m'a demandé de dire combien de temps j'avais mis à tricoter ce pull. Alors les ouvrages en général. Alors, c'est difficile de répondre pour moi à cette question. Je vais vous répondre basiquement. J'ai démarré en décembre et je finis en février. Et je l'ai fini en février en l'occurrence. Donc j'ai mis à peu près 2 mois à réaliser un pull. Mais gardez quand même à l'esprit que moi je suis multi en cours et donc il y a des projets et pendant plusieurs jours je les touche pas. Puis après je reviens et puis... donc si j'avais dû le tricoter et tricoter que ça avec mon rythme de tricot, donc grosso modo, je tricote 4-5 heures, on va dire 5 heures par jour. Je tricote 3 heures le soir, une petite heure et demie ou 1 heure le matin, et puis 30 minutes entre midi et 2. Donc, avec ce rythme de tricot, je pense que j'aurais pu le réaliser en 3 semaines. 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc, moi, j'estime que pour un pull en fingering, il faut à peu près une 40aine d'heures de tricot. Donc, à vous après de calculer, 40 heures divisé par 5, il faut 12 jours. Si vous faites que ça et que vous le faites tous les jours. Donc voilà, à vous de voir, en fonction de votre rythme de tricot. Voilà, donc la prochaine fois, vous le verrez sur moi, ou la prochaine fois ou la fois d'après, ça va dépendre de la température. Mais je serai absolument ravie de venir vous le montrer. Bon. Sur ce, je vous emmène dans un autre projet terminé. À tout de suite. Why is it so precious? Oh, I'll save memories. Alors, le deuxième projet dont je vous parle cette semaine, c'est une paire de chaussettes que j'ai enfin terminée pour mon fils. Et cette paire de chaussettes, ce sont les chaussettes Boomerang que vous connaissez maintenant. C'est un patron de
moi, de Démaillez-moi, que je vous ai mise à disposition sur Ravelry, que vous pouvez avoir gratuitement avec le code Boomerang Free. Je vous le remets ici. Le lien vers le patron, parce que vous avez été plusieurs à me demander où trouver le patron. Le patron, c'est sur Ravelry. Le lien est dans la barre de description de cette vidéo, comme la totalité de ce dont je vous parle. Tout est dans la barre de description. Et si jamais j'ai oublié, vous me faites un petit rappel. Vous avez l'habitude. Donc, ce sont des chaussettes boomerang donc, que j'ai réalisées et j'ai oublié d'emmener l'étiquette. Je reviens. Bon, bah non, finalement, vous n'aurez pas d'étiquette. Je ne sais absolument pas ce que j'en ai fait. Donc, par contre, c'est une laine de chez Woll & Schön, donc qui est une teinturière allemande. Donc, c'est pas très très grave, vous ne la trouverez pas en France. Donc, c'est une laine qui ressemblait à ça, que j'ai trouvé au salon Woll'n Symphony en mois de novembre, côté allemand, donc, mais par contre collé à la Suisse, donc côté allemand à hauteur de Haute-Marsheim, donc de Mulhouse, voilà, 3 km à l'intérieur de l'Allemagne. Donc un coloris qui est dans les tons bleus du plus clair au plus foncé, avec à certains endroits des touches de noir, un coloris qui avait énormément plu à mon fils, et donc je lui ai réalisé une paire de chaussettes en taille 43, je trouve ça interminable, avec une tige bien longue comme il me l'avait demandé. Et donc je vous montre. Donc moi je suis partie du... Et alors vous allez voir tout de suite. Alors, je vous parle tout de suite des problèmes. Donc les deux pieds, je les ai bien fait pareil. Par contre, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai 10 rangs de différence sur les deux tiges. Ouais, j'ai dû oublier de changer un marqueur sur mon compte-rang. J'ai montré à mon fils, il me dit, il s'en fiche, de toute façon c'est sous le pantalon. Donc fort heureusement, les pieds sont identiques. Donc, ouais, Christelle, félicitations. Et là, très honnêtement, j'ai pas envie de défaire une chaussette interminable pour homme. Ça restera comme ça. Hein. Donc du coup, elles ont l'air différentes, mais c'est parce que la hauteur, donc je vais vous le montrer comme ça. Voilà, les deux pieds, mais les deux tiges, ben il y a combien de centimètres de différence? Voilà, il y a 2 petits centimètres de différence entre les deux tiges de mes chaussettes. Bon. Et ben voilà, et ben c'est comme ça. Et ben c'est fait main. Bon, ce sont des chaussettes boomerang que vous connaissez. Elles se démarrent par les côtes, elles se terminent par la pointe. C'est un modèle qui est totalement disponible ou accessible pour les débutants. Vous démarrez avec des côtes. Ici, moi, j'ai fait des côtes de 2 puisque c'était pour un homme. J'ai ensuite tricoté en jersey. Un rang sur 2, j'ai glissé une maille toutes les 8 mailles pour réaliser ces petits traits là que vous voyez voilà, pour donner un petit côté un petit peu de texture ou de motif sur cette chaussette, parce que je trouvais que voilà, ça le méritait. Ici vous avez le fameux talon boomerang que vous retrouvez dans le modèle, et j'ai une question à répondre là-dessus. Alors on m'a posé plusieurs questions. La première, c'est est-ce que ça fait des trous? Eh ben non, ça fait pas de trous ici. Et c'est bien le principe du talon boomerang en rang raccourci, c'est que le fait de faire ces 2 tours, donc vous faites la première partie du talon, vous faites les 2 tours, puis vous faites la deuxième partie et vous refermez avec un dernier tour, c'est ce qui fait que vous n'aurez pas de trous à cet endroit-là, du tout. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Sur les autres types de talons, si jamais vous avez des trous à cet endroit-là qui se forment, n'hésitez pas à relever un brin au niveau de cette intersection et de la tricoter avec la maille suivante tout de suite, hein, par le brin arrière, pour que ça ferme ce trou-là, par le brin arrière. Donc vous relevez un brin, vous le tricotez immédiatement par le brin arrière avec la maille suivante. Donc, et ça vous fermera le trou, vous n'aurez pas de trou sur vos autres chaussettes. Je vous montrerai tout à l'heure sur le design que je suis en train de vous montrer. C'est un talon renforcé et il n'y a pas de trou parce que justement je prends ce brin et je le tricote par la maille, par le brin arrière. Donc voilà.
Deuxième question qui m'a été posée. Alors ici, sur ce modèle, on ne le voit pas, mais quand vous faites un talon boomerang, vous avez effectivement 2 tours entiers à faire. Et donc quand vous faites un talon contrastant, il est totalement possible, enfin il est obligatoire, si vous l'appliquez tel quel, que vous ayez la couleur du talon qui aille sur le devant de la chaussette. Alors, est-ce que c'est possible de ne pas avoir ceci? Alors, oui, mais ça va nécessiter un petit peu de travail d'intarsia de votre part. Donc, si vous voulez ne pas avoir cette espèce de languette de couleur qui passe devant, vous faites la partie haute du talon et quand vous devez faire le tour complet, vous tricotez jusqu'à atteindre la fin de votre talon, vous coupez votre fil, vous prenez le nouveau fil donc de la couleur principale, vous joignez, attention, avec une technique d'intarsia, donc en mettant bien les fils dans le bon sens pour éviter que vous ayez un trou, vous tricotez jusqu'à atteindre le talon suivant, vous coupez. Alors, je vous ai dit, ça nécessite un petit peu de manipulation. Vous continuez, vous revenez jusque l'autre côté avec votre côté contrastant, vous reprenez, donc vous coupez à nouveau votre contrastant, vous reprenez la couleur principale, de nouveau une technique d'intarsia pour rejoindre le fil, vous faites le deuxième tour, vous faites le deuxième tour avec votre couleur principale, vous coupez votre couleur principale et vous repartez pour faire la partie basse du talon. Ça nécessite 4 rentrées, 1, 2, 3, 4 rentrées de fil supplémentaires pour enlever cette partie-là. Mais vous pouvez enlever cette bride, en fait, cet effet bride en réalisant un petit peu d'intarsia. Ou alors vous pouvez tout simplement faire la chaussette où vous ne mettez pas de contrastant et dans ce cas-là, vous n'avez pas ce souci-là. Si vous n'aimez pas l'aspect talon avec la partie supplémentaire. J'en profite pour celles qui ne l'ont pas vu, si vous avez peur de vous lancer ou si vous ne savez pas faire des rangs raccourcis, je vous ai sorti la semaine dernière, donc lundi, je vous ai sorti le tutoriel dont je vous avais promis pour vous montrer les gestes, comment faire ce talon. Donc normalement, avec ce tutoriel, si vous suivez pas à pas, avec le patron et le tutoriel, vous ne devriez avoir aucun souci à réaliser cette paire de chaussettes. Donc voilà, pour les chaussettes interminables de mon fils, je suis très contente de cette laine. Elle est très jolie, très douce. Elle n'a pas d'étain. Et ça, je vous en parlerai aussi la semaine prochaine. Je voudrais vous faire un retour d'expérience sur une autre laine, notamment les chaussettes de mon mari qui déteignent à chaque fois beaucoup et qui perdent leur couleur. Donc ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vous le montrerai. Parce que je ne peux pas vous en parler cette semaine. Il est parti avec ses chaussettes. Ça n'empêche pas de les mettre, hein, mais ça me met les abeilles que cette couleur s'en aille. Alors mettre les abeilles, pour celles qui ne sont pas en France, ça m'énerve. Donc voilà, pour ces chaussettes boomerang, voilà, qui sont pas pareilles. Et ben voilà, c'est ça, la beauté du fait main. Et fort heureusement, moi j'ai un garçon qui est bien flexible sur ce côté-là, qui me dit, mon fiche, à partir du moment où c'est toi qui les as fait, ça me plaît. Donc voilà, en termes de reste, donc moi j'avais utilisé, et en termes de quantité de laine, j'ai utilisé ici de la Javol qu'il me restait de mon Chalographie. J'ai utilisé 8 grammes de laine, donc 4 grammes, 4 grammes, 4 grammes, 4 grammes. La pointe d'ailleurs que vous retrouvez sur le talon boomerang, c'est une pointe qui est arrondie comme ça, parce que c'est ce que je préfère. Hop, vous voyez, elle est très arrondie. Ça évite d'avoir ce côté un peu triangulaire sur les chaussettes. Donc vous le retrouvez dans le talon boomerang, cette pointe-là. Vous pouvez très bien choisir de faire une autre pointe. N'hésitez pas à utiliser la pointe d'un patron pour la mettre sur l'autre si vous l'aimez mieux. Il existe par exemple sur les Color Palette Socks, vous avez la pointe en étoile au niveau de la chaussette. Donc si jamais vous ne voulez pas cette pointe-là, n'hésitez pas à la changer et à mettre avec quelque chose d'autre. Donc voilà. Alors, il me reste des petits restes de cette laine. Moi j'avais 100 grammes plus un petit reste de Javol. Et sur les 100 grammes, il me reste, et je pèse à nouveau, mes 2 petits trucs. Donc là, il me reste 25 grammes. Et ici, il me reste 7 grammes. Donc au total 32 grammes. Donc j'ai utilisé 8 grammes de contrastant et 68 grammes de couleur principale.
Bon, ben, il me reste assez pour mettre des contrastants ailleurs ou pour en faire autre chose. J'ai des idées qui me trottent dans la tête, mais je vous en parlerai bientôt. Donc voilà, pour cette laine et ce projet-là. Sur ce, on repart avec un autre projet et je vais vous reparler d'une très grosse pièce. Why is it so precious? Oh, I'll save memories. Alors, ce troisième projet terminé de cet épisode, c'est un gilet. Alors, un monstrueux, énorme gilet. Alors, monstrueux dans le sens grand, hein, pas dans le sens moche. Donc, c'est un gilet que j'ai réalisé dans le cadre du CAL qui a été lancé par Lucie de la chaîne 3615 Kumquat et Ginny sur Virginie alias Ginny Tricote sur Instagram. C'est un CAL qui s'appelle Un hiver dans le Jura et que j'ai pris. Alors, je sais pas si c'est vraiment du plaisir à le tricoter, mais je suis très contente d'avoir l'objet terminé. Alors, mais je vais m'expliquer pourquoi. Je suis contente de l'avoir fait, mais définitivement, ce genre de laine, c'est pas forcément mon truc, en tout cas l'épaisseur des aiguilles. Alors, j'ai choisi de tricoter ce gilet qui s'appelle Jura, dont la designeuse est Annelie, Train ou Trine, ça dépend comment vous prononcez, dont j'ai acheté le patron personnellement sur Ravelry parce qu'il était en anglais, mais vous pouviez l'avoir en version française sur le site de Dererum Natura. Donc j'ai tricoté, donc c'était un de mes castones du 1er janvier et je viens de le terminer et il m'a paru interminable tellement il était long, mais c'est aussi parce que... Alors, il m'a paru long parce que j'avais un petit peu de mal à m'y mettre et j'avais un petit peu de mal à m'y mettre parce que la laine est très épaisse, enfin la laine est très bien, la laine est épaisse, donc ça se tricote avec des aiguilles beaucoup plus grosses que ce que j'aime utiliser, en l'occurrence ça se tricote avec des aiguilles de 5 et de 4,5. Moi j'ai eu un petit peu de mal parce que ces aiguilles c'est vraiment trop gros pour mes doigts et donc j'avais un peu moins d'appétence à aller tricoter ce gros gilet. Donc j'aurais pu le terminer bien plus rapidement, mais il m'a quand même fallu presque 2 mois pour le faire. Donc la laine que j'ai utilisée, et il m'en reste pas mal, c'est cette laine-ci. C'est de la Wildwood, hop, voilà, de la Wild Wool de chez Erica Knight. Et c'est une base qui est composée de 85%, alors que je vous raconte pas, 85% de laine et 15% de viscose d'ortie. Et c'était la raison pour laquelle cette laine m'intéressait, parce que je voulais voir comment se comportait cette fameuse viscose d'ortie. Et très honnêtement, pour l'instant, je suis très contente de cette laine. En fait, quand je vous dis que j'ai eu du mal à le tricoter, mais je sais pas lié du tout à la laine, hein, qui est très bien. Donc le coloris que j'ai utilisé, il s'appelle Meander. C'est une espèce de gris bleuté. Vous avez l'habitude, hein, chez moi il y a quand même pas mal de gris et de bleu. Quoique ces derniers temps, je tricote un petit peu plus de couleurs, au cas où vous n'aviez pas remarqué. Donc je vous montre le mastodonte. Et je me recule parce qu'il est énorme. Et je ne sais même pas comment vous le montrer. Alors attention, il n'est pas encore bloqué, parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir le faire sécher. Donc voici la chose. Et puis alors en plus comme c'est un col-châle, il ne tient pas bien sur mon cintre. Voici la chose. Et vous voyez, il est hyper long. Il m'arrive à peu près à mi-cuisse. Donc c'est ce que je voulais. Je voulais un gros gilet épais, col-châle pour m'emmitoufler dedans et pas avoir froid. Donc mission accomplie. Là pour le coup, il remplit à totalité cette mission. Donc il a encore quelques petites formes là qu'il faut que je lui donne quand il sera bloqué, donc faut pas que vous regardiez cette partie là. Donc c'est un gilet qui se démarre ici. D'ailleurs vous voyez hein, ma couture ici, enfin mon relevage de mailles. Donc vous commencez par tricoter le col ici hein, sur un certain nombre de rangs. Puis après, Annie vous fait relever des mailles ici. Donc si j'avais été un petit peu moins fainéante, j'aurais fait un montage provisoire au crochet pour pouvoir repartir dans l'autre sens et qu'il n'y ait pas cette fameuse couture visible ou relevage de mailles visible. Bon, j'ai été un petit peu fainéante, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc vous repartez dans l'autre sens faire la deuxième partie du col. Donc une fois que vous avez une grande bande de col comme ça, hein, cette partie, puis cette partie, vous venez relever des mailles
ici, en dessous. Et c'est à partir de ce moment-là, vous avez vos mailles sur le côté, les mailles de dessous, les autres mailles sur le côté. Et là, vous commencez à travailler en aller-retour. La modification que j'ai faite sur le patron, donc c'est la seule modification que j'ai faite, enfin, après c'est des options, donc c'est la seule modification que j'ai faite, c'est qu'au lieu de faire des côtes normales, moi j'ai fait des côtes demi-torse pour qu'il y ait des mailles torse endroit sur l'extérieur. Par contre, sur l'intérieur de mon col châle, j'ai bien laissé des mailles normales. Donc je voulais pas non plus que ça resserre de trop, parce que les mailles torse, ça ressort un petit peu. Décidément, ils tombent de partout. Donc, vous tricotez, que j'arrive, vous tricotez en aller-retour. Et ben oui, c'est un gilet, donc forcément, ça se tricote en aller-retour. Donc vous avez des mailles endroit, vous avez des mailles envers. Bon, il y a beaucoup de mailles envers quand même sur un gilet en jersey. Donc vous tricotez jusqu'à atteindre le moment où vous séparez les manches du corps. Donc c'est un gilet qui est en raglan. Il est en raglan en dehors du col, hein, bien sûr. Donc une fois que vous avez séparé les manches du corps, ici, vous faites tout le corps. Donc moi j'ai fait les manches en dernier. Il y en a certaines qui ont fait les manches avant. Et si j'avais maintenant à le refaire, je ferais les manches en premier, parce que c'est vrai qu'une fois que vous avez tricoté cette grande partie de gilet, ben, faire les manches, ça devient un petit peu fastidieux parce qu'il y a vraiment beaucoup de masse. Donc, et là, je vais tourner pour vous montrer un petit peu mieux. Donc, une fois que vous avez séparé les manches du corps, c'est sympa parce qu'il y a un rythme. Vous arrivez ici, vous avez un premier point de texture que vous voyez ici. Hein. Je vais essayer de m'approcher un peu plus pour que vous le voyez bien. Ici, vous avez un premier point de texture qui ressemble un petit peu à un point de semis, vraiment très disparate. Donc vous avez un certain nombre de rangs de ce premier point de texture. Ensuite, vous avez le même nombre de rangs avec un point de texture un peu plus marqué. Donc il y a un dégradé. Vous voyez, là il y a très peu de points. Ensuite, il y en a beaucoup plus. Et vous avez une troisième section où là, ben, on est carrément sur une alternance de points endroit, points envers. Là, vous voyez bien les différentes textures. Vous voyez le début, le 1 et la troisième partie. Et ensuite, vous avez un bon plus de 10 cm de côte. Et donc là aussi, j'ai fait des côtes demi-torse. Alors, c'est sympa, parce que vous n'avez que quelques rangs à réaliser de chacun des points de texture. Par contre, entre le dessous de la manche, ici, là, et le bas du gilet, il y a plus de 55 cm. Là où habituellement, les pulls, c'est plutôt 35, 40 cm. Là, ça m'a paru vraiment interminable. Bon. Une fois que j'ai eu terminé ce corps interminable, j'ai relevé les manches, enfin j'ai récupéré les mailles des manches, et là par contre ça se tricote hyper rapidement parce que c'est du jersey endroit sur un certain nombre de centimètres. Puis après vous avez la partie de l'avant-bras, donc vous voyez, hein, l'avant-bras. Vous ne voyez pas encore l'avant-bras qui elle est réalisée en côte. Alors c'est rigolo parce que, alors c'est rigolo, mais ça se voit pas beaucoup à l'écran. Il y a une partie des côtes qui est tricotée avec votre aiguille la plus large des deux, et une partie qui est tricotée avec une aiguille plus petite. Ça se voit pas beaucoup, mais ça suffit à resserrer la partie du poignet pour que ça reste bien en place. Donc c'est pratique. Et là encore, moi j'ai fait des côtes torse, alors ça resserre un petit peu sur mon poignet. Moi je crains pas les manches très resserrées. Bon, par contre je vais quand même l'étaler un tout petit peu, l'ouvrir un tout petit peu au blocage pour que ça se voit bien. Les manches, alors grosso modo, si vous tricotez que ça sur une journée, vous avez fait une manche. Hein. C'est du tricot en 5, en tout cas moi j'ai tricoté en 5, je sais qu'il y en a certaines qui l'ont tricoté en 5,5, mais avec ma laine, moi j'avais l'échantillon en 5. Moi, j'avais fait plus d'une manche en une journée. Ça va hyper vite. Tricoter en 5 des manches, là, vous avez que quelques rangs, que quelques diminutions. Ça va hyper vite. Donc voilà. Donc c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé réaliser, qui m'a pris énormément d'écheveau. Vous pensez bien qu'avec la taille qu'il a, il fallait un bon paquet de laine. Donc j'ai noté, parce que je voulais être bien précise, il m'a fallu, pour tricoter ce Jura, 1553 mètres de cette laine Wildwood. Ça représente, Wildwool, pardon, ça représente 10 écheveaux. Pas tout à fait 10 écheveaux. Donc moi j'en avais acheté 12.
Ça représente quand même un budget assez considérable. Donc si vous voulez faire ce gilet, sachez que voilà, il ne sera pas gratuit. Hein. Mais moi, je pense qu'il vaut le coup. Ça va être, je sens que ça va être mon gilet doudou d'intérieur. Donc, et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai choisi de tricoter ce gilet. Donc, 1553 mètres, chaque écheveau faisait, pour la wild wool, chaque écheveau faisait 170 mètres. Donc il m'en a fallu pas tout à fait, en l'occurrence il m'a fallu 9 plus un petit chouïa du dernier. J'avais acheté 12 écheveaux, il m'en reste 2, presque 3 du coup. Donc il va falloir que je réfléchisse de savoir ce que je fais avec ce petit reste. Parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup. Est-ce que je fais une layette, sachant que c'est une laine qui est... Elle est douce, mais elle est sèche. Donc, je vais, je pense, attendre de voir comment elle se comporte au blocage pour voir si elle s'assouplit. Si elle s'assouplit, ce sera OK pour la layette ou un petit gilet ou quelque chose comme ça. Alors, layette plutôt bébé maintenant, puisque le premier bébé de la famille, maintenant, il va bien... Enfin, il a 1 an et demi, donc le temps que je lui tricote pour l'hiver prochain, bon... Il aura 2 ans, on ne peut plus considérer que c'est un bébé à 2 ans, hein, c'est un petit enfant. Donc, à voir si j'ai assez, si j'ai pas assez, faudrait que je réfléchisse de ce que je fais de ce reste de laine. Donc voilà, j'ai hâte de le mettre au blocage parce que j'ai en fait hâte de le porter, mais j'ai vraiment peur que, vu l'épaisseur de la laine et la longueur et la taille du projet, j'ai vraiment du mal à le faire sécher en ce moment parce qu'il fait très froid chez nous, il fait -4 encore ce matin. Printemps, si tu veux venir, viens, je t'attends avec grande impatience. Donc voilà, pour mes projets terminés de cet épisode, j'en ai d'autres que vous le verrez la semaine prochaine, je pense. Je suis assez fière de moi parce que je n'ai monté qu'un seul nouveau projet, donc j'en ai terminé 3 cette semaine, je n'en ai monté qu'un seul, ce qui fait que mon nombre d'encours baisse, et du coup ça me permet aussi d'avancer beaucoup plus vite sur les encours que j'ai. Actuellement j'en ai 8, et je vois très nettement la différence entre avoir 11 encours et avoir 8 encours. Donc peut-être que je vais essayer de me stabiliser à 7-8 parce que ça me permettra vraiment de les avancer plus vite et puis aussi de vous les montrer plus vite terminés. Donc voilà, bon, on a fini avec les projets en cours. Maintenant, je vous emmène voir, avec les projets terminés, par contre. Maintenant, je vous emmène voir mes projets en cours. Why is it so precious? Oh, I'll save memories in my Alors, ce premier projet en cours de la semaine, c'est un nouveau cast-on, donc un nouvel ouvrage qui est monté sur mes aiguilles cette semaine. En l'occurrence, il est monté sur mes aiguilles hier, parce que j'ai beaucoup résisté à l'idée de prendre des nouveaux projets en me disant non Christelle, fais baisser tes encours, finis tous tes projets, et puis finalement j'ai craqué. Alors qu'est-ce que j'ai monté sur mes aiguilles? J'ai monté une étole, enfin du moins un foulard du style knitting, donc de Florence, du style knitting, un foulard qui s'appelle Inséparable. Et ce modèle, j'ai décidé de le tricoter dans des laines de chez Eline Laine, dans 2 de ces fils. Donc le premier, c'est une base tabi, couleur macaron. Donc tabi, c'est sa base à chaussettes, et la couleur macaron, c'est celle-ci. Donc c'est un espèce de rose, un espèce de vieux rose assez clair, donc très peu nuancé, assez uni. Et je lui ai associé la base Yagi, hop, Yagi, couleur poussière de joie. Et la base Yagi, c'est son kit silk mohair, donc 72% de mohair, 28% de soie. C'est un écheveau de 50 grammes pour 420 mètres. Donc celui-ci, c'est un 100 grammes, 425 mètres. Oui, c'est ça. 75% mérino, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Donc je me retrouve à peu près avec 420 mètres de chacun. Et donc voici l'association mohair et fingering associé. Donc vous voyez qu'il est plus clair. Alors on ne le voit pas bien à l'écran, on ne le voit pas bien d'ailleurs quand il est bobiné. Mais lorsqu'il était en écheveau, c'est un mohair qui a à certains endroits des taches plus sombres. Alors je ne sais pas si on le verra à l'écran, je vais essayer de le montrer.
Par exemple ici, donc je pense que vous verrez rien. Mais il y a à certains endroits des petites touches de bleu dans ce joli petit rose, rose très clair, rose, voilà, rose chair on va dire. Et donc je vais m'en faire un foulard. Et donc j'ai choisi d'aller tricoter un modèle de Florence, du style knitting. Alors j'ai jamais tricoté les modèles de chez Florence, mais ça faisait un moment que j'avais ce foulard dans mes favoris. Et je me suis dit, allez hop, moi j'aime beaucoup avoir des petits foulards, un écheveau. Donc là en l'occurrence, en termes de longueur de fil, il me faut un écheveau de fingering et un écheveau poilu. Donc j'ai choisi de le faire en fingering et mohair parce que j'avais justement acheté ces deux écheveaux pour aller ensemble. J'avais normalement prévu de faire des gants de Emily Louis, mais voilà, j'ai changé d'avis. Comme quoi, on change d'avis assez, pas comme de chemise, mais comme de tricot. On change d'avis comme de tricot. C'est une nouvelle expression. Donc je vous montre mon début. Vous voyez, c'est un tout début. Hein. Mais par contre, c'est un ouvrage qui va me demander de la concentration parce que c'est entièrement des torsades et des dentelles. Donc c'était très très bien. Donc voilà. Donc vous démarrez ici à la pointe et vous commencez directement deuxième rang. Vous avez déjà à suivre des mailles en droit, des mailles en vert, des torsades sur les côtés. Donc vous voyez ici toute la partie sur le côté du foulard. Donc ici on le voit moins bien à cause de la lumière, mais là on voit bien. Tout ça, ce sont des torsades, donc des torsades assez simples, elles sont toujours dans le même sens. Vous avez des torsades à une, 2 ou 2 mailles, donc maximum sur 4 mailles, en tout cas sur cette première partie. De la même façon, de l'autre côté, vous avez aussi des torsades. Donc moi, le fait que je le fasse en mohair, ça atténue ce côté marqué de la torsade. C'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose d'un peu dufteux autour du cou. J'ai bon espoir que ce mohair ne pique pas. Il a l'air d'être très très doux. C'est du Kit Silk Mohair, donc voilà. Et donc la partie centrale ici est assez travaillée. On ne le voit pas pour l'instant, mais on voit arriver petit à petit là. Vous voyez qu'il y a une première partie de dentelle que vous verrez bien mieux la prochaine fois quand j'aurai avancé. Alors c'est un patron qui est... alors je suis super contente et agréablement ravie ou surprise. Non pas surprise parce que je ne m'attendais pas spécialement à autre chose, mais c'est un patron de grande qualité. Il y a beaucoup d'explications, il y a des tutoriels, il y a des liens vers son académie de tricot, il y a la présentation est très 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 soignée. Et alors vous avez l'ensemble de l'étole ou du foulard qui est écrit et en ligne à ligne et avec tous les diagrammes. Donc autant vous dire que moi je suis partie sur la version avec les diagrammes, avec mon application sur mon iPad, sur mon écran, de Knit Compagnon que j'ai toujours. Vous savez, c'est l'application où je peux monter une ligne jaune pour savoir exactement à quel rang je suis. Et donc je fais rang après rang ma petite dentelle. Donc je retrouve alors au début je suivais vraiment voilà, rang à rang. Maintenant que j'arrive ici, j'arrive à avoir j'arrive à lire mon tricot et à anticiper qu'est-ce que le rang suivant va pouvoir m'apporter. Donc voilà, je suis très curieuse, je suis extrêmement curieuse de voir le milieu aussi se former. Donc voilà. C'est une écharpe qui est un peu construite sur le même principe que le Venezia Shawl, donc c'est un espèce de grand losange, donc elle va s'étaler jusqu'au milieu, puis elle va revenir finir sur la partie finale. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'avancer sur ce projet. Par contre, ça veut dire que j'ai sur mes aiguilles beaucoup de projets assez complexe ou avec beaucoup de dentelle, puisque j'ai celui-ci maintenant, j'ai le Fairy Bouquet. Alors certes, il n'y a plus que de la dentelle sur la partie des épaules, sur le côté, mais c'est une dentelle qui est très... qui demande de l'attention. Elle n'est pas compliquée, mais elle demande de l'attention. Donc j'ai ça. Après, vous verrez, le projet suivant, c'est un design. Donc je pense qu'il va falloir que je monte sur mes aiguilles un projet un peu plus zéro cerveau. Et là, vous voyez ici, là, c'est le fameux écheveau de la box Lane of Throne. Donc je me donne des excuses à moi-même pour monter encore un nouveau projet. Mais voilà, pour ce premier projet en cours, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous montrerai beaucoup plus. Là, on voit mieux hein, le côté définition sur
le bord de l'étole, enfin de l'écharpe. Hein. Donc enfin de l'écharpe, non, de ce foulard. C'est vraiment un foulard. Hein. Donc un foulard qui a une grande taille puisqu'il fait quand même 1 mètre. Florence nous dit qu'elle fait 1,90 m par 30 cm. Donc vous pouvez faire 2 tours de cou. Donc j'ai hâte de vous le montrer. Moi je le tricote en 3,75. Donc c'est ce qu'elle demande. 3,75, 2 fils ensemble. Donc ça donne un rendu plutôt dense mais quand même encore assez souple. Donc j'ai hâte de voir si ça suffit ou s'il faut que je monte d'une aiguille pour rendre un rendu un tout petit peu plus déjaugé. Donc bon, voilà pour ce premier projet en cours. J'ai hâte de vous montrer la suite parce que clairement il est assez addictif ce projet, même si là je viens juste de démarrer, hein, j'ai démarré hier soir, je peux quand même pas vous faire toute une écharpe en une nuit, ou un foulard en une nuit, mais oh, si, j'aimerais bien. Bon, et bien on passe au dernier projet. Le dernier projet, c'est un design. Why is it so precious? Oh, I'll save memories in Alors, my head. le dernier projet dont je vous parle cette semaine, c'est un design de chez moi qui va partir en test très prochainement. Donc dès que j'aurai fini le prototype, le patron est au point, je finis de tricoter mes chaussettes que je vais vous montrer. Vous verrez, je suis dans le pied, il me reste encore 2-3 petits fignolages. Alors je vous parle d'abord de la laine. La laine, c'est une laine de chez Laurel Knit, donc c'est une teinturière finlandaise dont sa boutique est sur Etsy et donc pour laquelle vous pouvez absolument commander sur Etsy, vous faire livrer à la maison. Les frais de port sont assez raisonnables et elle a de très très jolies laines qui sont extrêmement douces. Le coloris, c'est le coloris automne confetti et la base, c'est une super sock, donc 400 mètres pour 100 grammes. C'est une 85% Merino Superwash, 15% de nylon. Donc bon, c'est une 85-15, donc c'est pour ça qu'elle est tellement douce aussi. J'adore. Et donc je vous montre ce coloris que j'aime beaucoup. Donc il a une base neutre, légèrement pêche. Je vous le décris parce que je ne suis pas sûre que vous voyez correctement à l'écran la base en elle-même. Et dessus, vous avez tout un tas de petits speckles sur les tons assez chauds. Donc vous avez du pêche, un espèce de violet que vous voyez ici, hein, mais un violet chaud. Vous avez de l'orange, du rose. Donc des très 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 jolis contrastes. Et donc vous avez plein de petites touche de ce fameux petit orange et j'ai bien sûr pas le contrastant juste à côté de moi, donc je vais vous le montrer sur la chaussette. Donc voilà ce que donne le design dont je vous parle. Donc ce sont des chaussettes qui ont des côtes un petit peu atypiques, donc qui se tricotent des côtes vers la pointe. J'y ai rajouté un talon renforcé qui pour l'instant est tout rabougri, mais que vous verrez bien sur les bloqueurs. Je ne peux pas le mettre sur le bloqueur parce que je suis encore en train de tricoter. Donc des côtes un petit peu atypiques qui représentent des épis de blé, sur lesquels vous avez ici des lignes donc, qui représentent la tige de l'épi de blé, et sur les côtés, si vous voyez là maintenant, je pense que vous voyez mieux que la dernière fois, vous avez les feuilles des épis ou des fleurs, selon ce que vous voulez y voir. Donc un talon renforcé à gousset pour un petit peu de place, aussi pour varier les plaisirs, hein, puisque moi, vous savez, sur mes designs, finalement, sur le premier, vous aviez un talon renforcé, le deuxième, vous aviez un talon intégré, donc qui permettait de ne pas avoir de relevage de mailles, les boomerang socks qui ont un talon boomerang, les sock masques qui avaient un talon en rang raccourci normal, et donc je me suis dit bon bah on va revenir sur du talon renforcé, tout standard. Puis je voulais vous montrer, on a parlé avant de effectivement les petits trous qui peuvent apparaître sur certaines chaussettes en fonction de la façon dont vous tricotez. Et donc vous voyez ici, donc si je tire bien, vous n'avez aucun trou ici, et donc c'est la fameuse technique dont je vous parlais, c'est que vous relevez à cet endroit-là, donc quand vous avez relevé vos mailles le long de cette partie-là, vous relevez un brin entre les deux mailles et vous venez le tricoter avec votre maille suivante. Et donc ce qui fait que vous n'avez
aucun trou sur votre chaussette. Donc c'est top. Donc voilà, comme vous le voyez, je suis en train de tricoter le pied. Donc j'aime beaucoup cette laine. Regardez le rendu. Maintenant sur du jersey, on le voit bien. Hein, tous ces petits speckles de couleur un petit peu automnale. Non, pas si, automnale, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup cette couleur. C'est très doux, c'est très féminin. Donc voilà. Et donc, les petits mini faisaient partie d'un kit de mini qui était livré à part, mais que j'avais commandé en même temps. Et donc, ces petits mini sont assortis aux fameux petits points orange que vous avez un petit peu partout dans la chaussette. Donc, vous voyez, ces fameux petits points là, ici orange, c'est la même couleur que le mini. Donc, je suis très contente de cette chaussette. C'est une chaussette qui s'appelle Solea, dont le test va démarrer très prochainement. Je vais prendre contact avec mes testeuses attitrées, enfin attitrées non, mais avec les testeuses qui m'avaient déjà fait confiance lors des précédents designs. Je vais aussi reprendre contact avec les gens qui se sont mis en liste d'attente ou chez qui je me suis engagée pour leur permettre de venir tester le modèle. Et donc ça va partir en test. Si jamais je n'ai pas assez de testeuses, je ferai un appel au test par email. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, sur toutes mes vidéos, hein, vous avez un lien pour vous inscrire sur ma liste de testeuses si jamais vous voulez faire partie des testeuses. Alors mon l'équipe, enfin du moins les gentilles tricoteuses ou mes tricoteuses de confiance sont déjà au complet, mais il y a toujours, par manque de disponibilité ou d'envie ou parce que le modèle ne plaît pas, des places qui se libèrent. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Par contre, je donne la priorité à mes testeuses habituelles et en fonction des places qui se libèrent, je complète avec l'une ou l'autre de vous qui me ferait signe. Donc voilà, donc si jamais il devait y avoir des places qui se libéreraient, j'enverrai un email sur toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste pour faire la proposition des places disponibles. Donc c'est un test qui va partir, je pense, le temps que je finisse ça, il me faut encore une petite journée de tricot, je pense. Allez, demain, je devrais avoir terminé. Demain, c'est week-end. Ce week-end, ce sera terminé. Et donc derrière, je pourrais vraiment être sûre que mon patron est fignolé et l'envoyer et envoyer ce fameux stop ou start de test ou en tout cas envoyer ces petits messages à mes futures testeuses. Je fais du bruit. Hein. Donc voilà pour ce dont je voulais vous parler cette semaine. Je ne sais pas du tout si ce podcast est long, court ou quoi que ce soit, ou si j'ai beaucoup parlé. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, mais comme je l'ai enregistré en petits morceaux, je ne sais pas si vous en rendrez compte, mais c'était à différents moments de la journée puisque j'ai travaillé aujourd'hui. Donc je pouvais, voilà, au moment de mes pauses, venir vous voir. Bon, bah vous me direz si cette durée vous convient ou pas. En tout cas, j'ai été contente de revenir vous voir. Je me suis rendu compte que la semaine dernière, vous m'avez drôlement manqué. Il n'y avait pas de podcast. J'ai eu l'impression, quand j'ai commencé ce podcast, que ça faisait une éternité que je n'étais pas venue vous voir. Donc, comme quoi, les habitudes, hein, ça a la peau dure, hein, ça a la dent dure. Donc, voilà. La semaine prochaine, je viendrai avec d'autres nouveautés. J'ai notamment un autre design dont je voudrais vous parler et qui va monter sur mes aiguilles. Là. Le prototype va monter sur mes aiguilles avec cette laine-là, qui est un écheveau d'une louve dans les bois que j'avais reçu dans le cadre du Club Monet. Il s'agit également d'un foulard, enfin d'un petit châle. Et j'ai hâte de vous le montrer. Alors, je pense que je viendrai vous le montrer au fur et à mesure du process du prototypage. Pour voir aussi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et que vous puissiez me dire « Oh non, ça c'est nul, on n'aime pas ça, trouve-nous une autre idée. » Donc, vous savez, moi, généralement, je viens partager avec vous. Bon, et bien, ce sera tout pour cette semaine. Je pense que dans quelques jours ou au plus tard dimanche prochain, donc je ne sais pas encore si je le mets le dimanche ou si je le mets en milieu de semaine parce que ça fera peut-être un peu de trop en termes de vidéo, hein, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de regarder tout. Je vais faire mon bilan du mois de février. Je pense que je suis assez fière de ce bilan une fois de plus. Malgré le fait que ce mois soit plus court, j'ai trouvé que j'avais
beaucoup tricoté en termes de kilomètres et ça se confirme sur les chiffres. Mais je vous en parlerai dans cette vidéo spéciale bilan. J'ai pas forcément terminé énormément de projets, mais j'ai terminé des gros projets. Donc forcément ça fait du kilomètre. Voilà. Mais ça on en parlera dans la vidéo de bilan. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très agréable semaine créative, de vous faire plaisir, de profiter aussi des belles journées, comme aujourd'hui il fait très beau, il fait très froid mais il fait très beau, donc n'hésitez pas à vous aérer, hein. Nous tricoteuses on a tendance à rester assises, il faudrait quand même penser à marcher. Moi d'ailleurs je tricote souvent avec mes chaussettes, quand je fais des chaussettes en jersey, souvent je vais me promener et je tricote en marchant. Donc j'ai dans mon sac le cake et puis je tricote en même temps que je marche. Ça me fait du bien, mais par contre j'arrive à le faire qu'avec du jersey. Donc voilà, bon allez, je reviens, j'arrête de digresser, je vous souhaite une très belle semaine créative et moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous, bye bye. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll save memories in my